Robert, vous avez été, comme Gabriele, des militants de l'Europe puissance, de l'Europe unie depuis de très nombreuses années. Et auparavant, on a l'impression que le sentiment pro-européen était beaucoup plus fort et qu'aujourd'hui, il s'est désagrégé par rapport à avant. Pensez-vous que l'Europe puissance que vous désirez, que nous désirons, puisse encore se réaliser? Ou bien est-ce que c'est une chimère, comme le disent certains? Oui, bon, nous sommes tributaires évidemment de Romualdi et de Thiriard qui, dès les années 60, ont réclamé l'avènement d'une Europe puissance. Elle aurait pu très bien se développer s'il n'y avait pas eu oblitération de l'Union européenne, notamment encore avant la chute du rideau de fer. Il n'y avait pas eu oblitération par le néolibéralisme introduit à partir de l'année 79. J'insiste souvent sur l'année 79 parce que c'est à ce moment-là qu'on a abandonné tous les critères régaliens qui auraient pu donner à cette Europe de la puissance industrielle d'abord, puisqu'elle était un projet économique essentiellement, mais si cette Europe devenait puissante sur le plan économique et industriel, elle pouvait facilement récupérer le régalien qu'elle avait perdu à partir de 1945, bien sûr, à partir du moment où les États-Unis ont déterminé sa politique. Alors aujourd'hui, évidemment, nous avons 40 ans de néolibéralisme, c'est-à-dire 40 ans de détricotage. Le terme de détricotage n'a plus été utilisé, mais il était utilisé au début des années 80 quand on s'insurgeait contre le détricotage économique qui s'est d'abord déroulé en Grande-Bretagne, particulièrement en Écosse, et puis qui a commencé à être appliqué dans chacun des États européens et qui, en France, a atteint sa nuisance maximale avec Macron. Donc, il est évident que l'anti-européisme, qui est en fait un anti-eurocratisme, est une forme d'hostilité au néolibéralisme qui a tout détricoté, y compris les acquis sociaux. Donc là, et qui procède à la destruction de la caste paysanne. Donc nous avons une ruine du secteur primaire, une ruine du secteur secondaire et une hyperinflation du secteur tertiaire qui, lui, ne produit pas des biens de première nécessité. Biens de première nécessité qui sont, par exemple, qui étaient produits par la Russie, mais aussi par l'Ukraine avant les événements. Et on se dit, ah oui, mais il n'y a pas un secteur tertiaire développé, mais il faut tout d'abord manger, et puis il faut produire des outils, il faut produire de l'armement, et produire des outils et de l'armement. Cela exige de toute façon un encadrement que l'on dirait étatique et que je préfère appeler régalien. Et tout ça a disparu et l'Europe n'est plus un modèle pour la population. Elle est une nuisance. Elle est devenue, hélas, une nuisance. Ceci dit, et les souverainistes n'ont pas de réponse parce que les États nationaux, même l'Allemagne au centre de l'Europe, est totalement incapable de rivaliser avec des puissances qui disposent évidemment de biens de première nécessité, d'énergie, etc., qui ont un très grand marché de plusieurs centaines de millions d'habitants. Gabriele, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Je suis assez d'accord sur le constat et sur la critique, mais je vois la chose d'un autre angle. C'est-à-dire, le libéralisme n'est pas qu'en Europe, le libéralisme partout. Et en fait, c'est la mondialisation, c'est même pas la mondialisation, c'est le capitalisme qui est arrivé à de niveau particulier. Le grand problème de l'Europe, c'est de faire prendre, je ne sais pas l'Europe, l'Union européenne, ce sont les Européennes en soi, les économies européennes, le pays européen,
parce que quand on parle de Bruxelles, on oublie qu'on parle des oligarchies nationales, et que le vrai problème, c'est qu'à Bruxelles ou ailleurs, il n'y a pas une politique européenne, il n'y a pas un centre européen, mais c'est une espèce de condominium de différentes oligarchies libérales, ou quoi que l'on veut le dire, à niveau, pour moi, libéral-communiste plutôt, à niveau de tous nos pays. Mais il faut voir la chose aussi dans un autre angle. L'angle, c'est peut-être, on peut l'appeler un angle matérialiste si vous voulez, ou un angle phénoménologique. Je veux dire qu'il y a des choses importantes qui se vérifient. Il y a le fait que de toute façon, malgré tout, l'histoire continue de démontrer de plus en plus qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir aucun impact à n'importe quel niveau, peu importe quelle soit la politique, si on n'a pas au moins une force demi-continentale. Je pense qu'il y a des éléments qui se vérifient parce que dans l'interconnexion mondiale qui existe, et il y a aussi de plus en plus, non pas le multipolarisme qui n'existe pas, qui n'ira jamais, mais il y a les rapports multilatéraux qui sont de plus en plus importants. Et il y a, comme il dit le premier indien maudit, pas maudit dans le sens d'un maudit, mais M-O-D-I, il y a de plus en plus la tendance au multi-alignement. Et donc, il y a des phénomènes réels qui mène à pour moi, en puissance, surtout, disons, à une certaine reprise européenne qui est évidemment pénalisée par la démographie. Si on va étudier les passages qui ont eu lieu depuis la naissance de l'Union européenne, il y a eu au moins 4 pics de crise entre les relations entre les États-Unis et l'Union européenne. Les États-Unis continuent d'essayer d'empêcher, évidemment, entre autres, d'empêcher entre autres une certaine reprise de l'Union européenne. Et donc, potentiellement, d'un point de vue, entre guillemets, je dis ça, entre guillemets, vraiment de logique marxiste, pour moi, la possibilité européenne est aujourd'hui plus importante qu'à l'époque dans laquelle nous la rêvions. Par ceci, je dis que le problème, les raisons pour lesquelles les gens sont plutôt anti-européennes, les gens, plus c'est faux, disons, un certain milieu a voulu, pense être anti-européenne, sont dues à 3 raisons particulières, fondamentales, toutes les 3. La première, c'est qu'il n'y a aucun projet politique, aucune analyse politique dans les mouvements nationalistes depuis au moins 40 ans. Donc, ils vivent en critiquant ce qu'ils voient et qu'ils n'arrivent jamais vraiment à comprendre. Le deuxième élément, c'est que on a l'habitude de décharger toujours le problème à autrui. Donc, on pense que, par exemple, si Soros disparaît l'immigration, ce qui est faux. Donc, on pense que si jamais l'Union européenne disparaît, l'Europe se fait ou les choses vont mieux, ce qui est totalement faux. Et le troisième élément, c'est que ça rentre toujours dans la psychologie nostalgique et très statique de réactionnaires de toutes les époques, pour lesquelles le passé était toujours mieux. C'est possible, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans le passé, mais si on ne régénère pas le passé, on arrive à faire à présenter une vision très magnifique mais réaliste, et on vit de ce passé qui n'est plus là. Donc les gens se disent avant l'euro, avant l'Europe, avant la guerre, avant l'évolution industrielle, avant la lumière, avant la roue. Donc il y a ça aussi. Et donc ce sont les éléments qui d'après moi, qui empêchent aux gens d'avoir, empêchent à beaucoup de gens d'avoir la lucidité et l'intelligence pour travailler pour la réforme de l'Europe. Parce qu'entre autres choses, c'est vrai que l'Europe est libérale. C'est vrai que l'Europe est prise dans la logique du libre marché. C'est vrai que l'Europe s'autodétruit dans la logique libérale, vous dites en France, et avec un esprit quand même en même temps philosophiquement communiste. Tout cela est absolument vrai. C'est aussi vrai qu'en Europe, il reste encore
des vestiges de welfare, même une façon sociale du capitalisme qui est très faible et qui est de plus en plus faible qu'ailleurs il n'y a pas. Donc le problème n'est pas l'Europe, n'est pas dans l'Europe, le problème c'est, si l'on veut, c'est dans ce libéralisme capitaliste, mais c'est surtout dans l'absence d'un mythe, dans l'absence des racines et d'une perspective dans laquelle les gens doivent se lever. Et je suis pertinemment convaincu que ce n'est que l'Europe qui peut le permettre. Robert, vous voulez ajouter quelque chose et répondre à Gabriele sur... Bien sûr, oui. Quand Gabriel dit que, évidemment, les gens sont anti-européens, non, en fait, les États-nations dans lesquels ils ont voté, parce qu'ils n'ont pas voté en Roumanie, ou ils n'ont pas voté en Estonie, ni en Suède, ni au Portugal, les gens ont voté effectivement pour une élite qui s'apprêtait à tout moment à faire ce programme de détricotage de l'industrie, de détricotage des acquis sociaux, etc., comme deux livres qui ont connu un succès phénoménal. C'est celui de Sarrazin en Allemagne, l'Allemagne Deutschland schafft sich ab, donc l'Allemagne s'autodétruit, et le livre de Zemmour, du premier Zemmour avant qu'il ne se fourvoie dans la politique politicienne, c'était le suicide français. Et dans le suicide français, il explique très bien que ce programme libéral a même commencé en France avant l'année 1979, avec Pompidou, timidement, parce qu'on n'a pas osé affronter, vu la présence évidemment de syndicats et même d'un parti communiste, il faut l'avouer, qui aurait pu créer des troubles à ce moment-là, mais dès Pompidou, et après Pompidou, nous avons évidemment un président qui, suite au décès de Gaulle, accède au pouvoir et qui le fait sur fond de mai 68. Mai 68 ébranle toutes les institutions, au sens où l'entendait Guélène, c'est-à-dire toutes les mœurs traditionnelles de la population, il va les battre en brèche. Et nous voyons le résultat avec aujourd'hui les modes woke et LGBT, etc. Tout ça est le résultat au bout de 50 ou de 55 ans de mai 68, mais en même temps, on voit qu'il y a avec Pompidou un début, comme Zemmour le souligne très bien dans son ouvrage Le suicide français, on voit que le processus de libéralisation et de détricotage lent de toutes les institutions régaliennes de l'État, de toutes les formes d'interventionnisme, qui était un libéralisme hérité de List, un libéralisme qui visait l'autarcie nationale ou l'autarcie impériale, puisque la France disposait d'une bonne partie du continent africain à l'époque, et de l'Algérie encore. Il y avait une logique autarcique ou semi-autarcique. François Peroux écrivait l'indépendance de la nation pour montrer que cet État avait des interventions, il prenait l'initiative, ce qui n'est plus le cas non plus. Depuis le TGV, on n'a quasiment plus pris d'initiative pour faciliter les communications, on n'a plus pris d'initiative pour renforcer l'indépendance énergétique. Alors on est arrivé avec le magnifique projet des éoliennes et des panneaux solaires, mais ça ne produit pas suffisamment d'électricité, et on a détricoté l'atout majeur de l'indépendance nationale et de l'indépendance européenne, puisque ça s'est pratiqué dans tous les pays d'Europe. On a détricoté le nucléaire à partir de 79, parce que les écolos arrivent sur la scène politique, avec l'appui indirect de la CIA, comme mai 68 avait été évidemment une sorte de révolution orange avant la lettre. Bon, c'est juste, simplement, il faut ajouter que toujours en restant dans un système international qui est malheureusement très connecté et très entrelacé,
c'est justement ce qui est commencé, la réflexion qui avait déjà commencé en partie en 2016, mais qui s'était beaucoup plus forte à partir de la pandémie. Donc, il y a toute une ligne qui est très mal gérée, évidemment, par les imprimés élites, appelons ça comme ça, européennes, qui va dans le même sens que celle, non pas dans le même sens, mais qui a la même logique séparée, évidemment, que d'autres, comme l'américaine, qui est celle de repartir avec la nouvelle industrie, la réindustrialisation, de récupérer en partie, d'essayer d'être le moins dépendant possible des ressources et aussi de manufactures extérieures. Donc il y a eu une première logique, on a même revu rentrer les États quelque part dans la logique économique dernièrement. Et en fait, c'est commencé la grande lutte, qui est la lutte à trois. Parce que la Russie, pour moi, n'est qu'un fantoche. La lutte à trois entre les États-Unis, dans l'intérieur de l'économie, et de la puissance, non seulement de l'économie, mais aussi de l'intelligence artificielle, etc. Ce n'est pas une lutte à trois, c'est un jeu à trois entre la Chine, l'Union européenne et les États-Unis. Et effectivement, les États-Unis, qui jouent sur tous les tableaux, qui sont les plus forts de tous, sont en train, évidemment, d'essayer de remettre un petit peu en ordre les choses avec la Chine, mais sont en train, en toute manière, depuis 2 ans et demi, de faire la guerre à l'Europe, la guerre sale à l'Europe pour empêcher que cela se passe. Donc, en fait, pour moi, les possibilités potentielles existent. Je reviens à la dynamique de choses qui, pour moi, est positive dans l'ensemble s'il n'y avait pas le grand problème démographique. Ceci étant dit, évidemment, on ne peut pas s'y attendre que la classe politique qui est sortie d'une logique et d'une culture puisse faire réellement le changement. Parce que si on voit le moment où l'histoire a demandé de faire des changements en Italie, en Allemagne, au Japon, en France même, peu importe à quelle époque, évidemment, ça a dû manifester une nouvelle élite. La nouvelle élite a dû sortir de quelque chose. Donc, si on n'a pas le flambeau et si on n'a pas l'intelligence, si on ne travaille pas là-dessus, et on passe tout le temps à se dire comment les choses vont mal, les choses iront toujours pire. Robert, vous partagez cette vision-là? Grosso modo, oui, bien sûr, mais oui, ça reste bien sûr ici dans le cadre de notre débat, s'il faut parler des rapports d'équilibre qui existent entre l'Europe d'une part, la Russie et la Chine et l'Inde d'autre part, plus les États-Unis qui s'y affrontent, mais je suis assez d'accord pour dire que en fait, les États-Unis mènent une très sale guerre contre l'Europe, puisque c'est elle qui, dans tous les cas de figure et sous tous les aspects, est la perdante de la série de conflits en chaîne qui se sont déclenchés depuis 2022, c'est-à-dire que nous avons un front, et ça j'insiste beaucoup, nous avons un front dans l'Adriatique avec l'ouverture des bases américaines en Finlande, la présence de troupes américaines en Suède, mais la Suède refuse depuis un jour ou deux d'abriter sur son territoire des bases de l'OTAN. Donc la Baltique est devenue un lac américain. Il y a évidemment le front sur la mer Noire dont on a beaucoup parlé, et la guerre russo-ukrainienne. Et puis alors il y a le front qui vient de s'ouvrir en Palestine et dans la mer Rouge. Donc nous avons une ligne qui va tout droit de l'océan glacial arctique jusqu'à l'océan Indien, jusqu'à Aden en fait. Et tout ça sont des fronts qui créent des verrous d'accès à l'Europe. Hein, donc le canal de Suez, etc., les gazoducs, tant ceux qui passent par la Turquie que ceux qui passent par l'Ukraine, que ceux qui passent par la Biélorussie et que ceux qui passaient par la Baltique, qui du reste ont été sabotés. Et bon, il est évident que si l'on pose la question cui bono, c'est-à-dire à qui profite le crime, il n'est pas difficile d'imaginer qu'il s'agit évidemment
d'une opération téléguidée par les États-Unis. Mmh. Et donc, nous avons quelque chose qui est en train de s'instaurer et qui est un rideau de fer qui va séparer à nouveau l'Europe à hauteur de la Finlande, à hauteur de la frontière polono-biélorusse et qui va se placer quelque part en Ukraine, puisque Zelensky vient de décider de créer une ligne de fortification sur la ligne de front actuelle, et je crois que les choses ne bougeront pas. Bon, les Russes ont la simple consolation d'avoir encore évidemment l'ouverture de la mer d'Azov, l'embouchure du Don, mais le pont de Crimée est en permanence menacé. Donc la Crimée, l'accès à la Crimée est menacé. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que une des stratégies fondamentales, toujours appliquées, des thalassocraties, c'est-à-dire des puissances maritimes, la puissance maritime qui fut au XIXe siècle et encore en partie au XXe siècle l'Angleterre, et puis qui est devenue les États-Unis, c'est d'occuper et d'installer un État fantoche ou un État à leur service qui sera surarmé au fond de chaque mer intérieure. En 1910, les Anglais fondent Koweït au fond du Golfe Persique. En 1917, avec la déclaration Balfour, on va installer un foyer juif en Palestine qui deviendra l'État d'Israël, qui est surarmé et qui fait les politiques des États-Unis. Par exemple, l'opération de Gaza, ce n'est pas éliminer les Palestiniens, si c'est éliminer les Palestiniens, mais l'objectif est de s'emparer de toutes les nappes de gaz qui sont en Méditerranée occidentale face aux côtes d'Israël, et deuxièmement de créer le canal Ben Gourion qui a commencé à être creusé juste avant les opérations d'octobre 2023. Donc c'est assez curieux. Or le projet du canal Ben Gourion est un projet qui a été concocté aux États-Unis. Ensuite, dans la mer Noire, eh bien, il y a certes l'Ukraine, mais ce qui est visé, c'est de prendre appui dans le Caucase, comme les Anglais l'ont d'ailleurs déjà voulu en 1918 au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ils veulent s'appuyer sur la Géorgie, mais la Géorgie semble ne pas embrayer sur cette politique parce qu'elle a été défaite par la Russie en 2008. Et bien sûr, la Finlande la Finlande et l'Estonie au bout de la mer Baltique, c'est chose faite, puisque les bases américaines vont s'installer dans ces pays. Et ici, ça veut dire que l'Europe est complètement encerclée. La Méditerranée et la Baltique, qui sont les deux mers intérieures, qui sont des écumènes marins, parce que tous les peuples de la Méditerranée ont commercé, ont eu des rapports entre eux. Ça a été maintes fois souligné par des géopoliticiens, par des historiens, par toute une série de gens. Mais la Baltique était aussi un espace d'échange entre l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Finlande, la Russie quand elle avait les pays baltes, etc. Dans les pays baltes, d'ailleurs, une ville comme Riga est une ville où on parlait suédois, allemand, russe et letton, bien sûr. Donc, l'écumène de la mer du Nord, c'est pareil. Bruges est une ville fondée par des Norvégiens ou des Danois. Etc. Donc il y a deux écumènes marins, il y a celui de la mer du Nord et de la Baltique, et il y a celui principal, beaucoup plus important sur le plan démographique, qui est la Méditerranée. Merci Robert pour cette réponse très complète. On va finir cet entretien. Est-ce que vous avez une dernière réflexion pour conclure la présentation, Gabriel? Oui, je conclus que en fait, si on voit qu'on n'a pas rien, tout a changé sans que rien ne change. Dans le sens que nos ennemis sont-ils? Bon, déjà nous avons quelqu'un qui est la puissance qui nous écrase, c'est pas le mot, qui nous étouffe, et c'est les États-Unis. Et nous avons les imbéciles brutaux
qui joue toujours le même jeu pour les États-Unis avant le jeu pour l'Angleterre, c'est-à-dire les Russes, qui sont évidemment tout ça, c'est les Russes qui l'ont produit. Et n'oublions pas quand même que les 72% de composants de l'armement russe sont encore américains, et que les 85% sont des alliés des Américains. Et si on ajoute les alliés américains, que les Russes et les Américains continuent de travailler main dans la main, même dans les missions de l'espace. Mais le vrai problème, c'est que non seulement nous avons toujours les mêmes ennemis, mais que l'ennemi principal, nous l'avons dans nous. C'est-à-dire, nous avons des problèmes techniques, réels des problèmes techniques, la démographie, par exemple, et aussi le libéralisme et le communisme, qui sont dans le sens, dans la nature, dans le sens, dans la mentalité fondamentale de la génération de gens qui détiennent pas seulement le pouvoir, mais en fait de gens qui l'administrent. Donc le vrai problème pour moi, ça reste. Il y a même des choses positives dans ce qu'on a dit, parce que la renaissance d'une certaine tension peut aussi faire remonter un esprit militaire ou un esprit guerrier, n'importe contre qui. Donc, je dis, dans un point de vue technique, pas technique, phénoménologique, c'est possible qu'on puisse avoir de rebondissements. Est-ce que je le souhaite, mais j'espère, parce que je ne suis pas que matérialiste, je pense que le matérialisme a un jeu aussi, mais je suis surtout pour une vision, volontariste et, si l'on veut, spirituelle. Je pense surtout qu'il faut que nous répartions de ce que nous sommes, de nos mythes, et de mythes qui ont fondé nos passés, de mythes aussi qui ont quand même fait rêver quelque chose de différent par rapport au libéralisme, par rapport au communisme et tout ça, qui commence déjà tout de suite après, un peu après de la Révolution française. Donc cette lutte qui pour moi n'est jamais finie, là on peut répartir. Je pense franchement que les mythes de l'Europe, c'est ce qui pourra permettre de sauvegarder, et non seulement de sauvegarder les choses, mais aussi de les renouveler, de les régénérer. Merci Gabriele. Robert, le mot de la fin et pour répondre aussi à Gabriele. Pour répondre juste un mot de la fin, je serai relativement bref. C'est que effectivement l'Europe, parce qu'elle ne s'est pas donné d'outils régaliens au moment où elle aurait pu le faire, se retrouve dans un pétrin épouvantable, que l'on soit européiste ou souverainiste, et bien on est devenus des spectateurs impuissants dans la mesure où les élites qui nous gouvernent travaillent pour l'ennemi éternel, quel qu'il soit, enfin, qui sont actuellement et qui sont depuis 1919, qui sont les États-Unis, qui sont arrivés sur le théâtre européen à partir de 1917 avec la ferme intention de se faire rembourser tous les crédits qu'ils avaient accordés et toutes les fournitures qu'ils avaient apportées aux armées européennes, et qui ont voulu, dès 1922, les Français l'oublient ou bien sont honteux et n'en parlent pas, c'est qu'en 1922, la flotte française a été rétrogradée par un traité de Washington dont on parle très très peu, c'est-à-dire que la marine allemande ne pouvait plus exister, coexistait une marine anglaise à 500 000 tonnes avec une marine américaine à 500 000 tonnes également. Le Japon avait droit très curieusement à 375 000 tonnes, était donc la troisième marine du monde, ce qui provoquera évidemment l'hostilité des États-Unis une vingtaine d'années après. Mais la France était rétrogradée, de même que l'Italie, à 175 000 tonnes. Donc elle ne pouvait pas dépasser ce tonnage, alors qu'elle avait deux fronts, le front méditerranéen et le front atlantique. Et l'Allemagne, eh bien, on visait par les fameux plans Gauss et le plan Young, on essayait d'en faire une économie pénétrée. Elle l'était en particulier, et là j'ai une petite anecdote qui pourra amuser nos auditeurs. Enfin, une petite anecdote, elle n'est pas si petite que ça. Il y avait des usines Citroën à Cologne, elles ont été rasées pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y avait des usines Opel, et Opel avait déjà été racheté par General Motors. Eh bien, si vous arrivez dans la gare de Francfort, l'usine est toujours là, intacte.
l'armée allemande n'a produit que des camions Opel à la fin de la guerre. Enfin, à la fin de la guerre, dès le moment où les Américains ont bombardé Francfort et les villes, mais ils savaient qu'ils ne bombarderaient jamais les usines de General Motors, c'est-à-dire les usines Opel. Donc, on voyait là une économie pénétrée, c'était autorisé. Tout à fait. Merci beaucoup, Robert, pour vos réponses très précises. Merci beaucoup à Gabriele aussi. Je veux juste rajouter que nous avons fait aussi 2 entretiens à part avec chacun d'entre vous et que vous pourrez écouter, chers auditeurs, les réponses encore plus complètes, parce qu'elles étaient déjà très complètes, mais encore plus complètes de Robert et Gabriele, donc séparément bientôt sur les différents canaux. Voilà, donc merci à tous. Merci Robert d'avoir été présent avec nous par téléphone. Et merci aussi à Gabriele, ici même, avec nous. Merci à vous. Merci à tous. Voilà, merci et bon courage pour tout et bon succès dans vos initiatives.